Tu sais pourquoi on fait ça? Haletante. J'ai été forcé d'épouser l'homme le plus redouté de la mafia. Il n'a jamais eu besoin de me faire du mal pour m'effrayer. Son regard calme suffisait. Comme s'il savait déjà que tôt ou tard, je n'aurais plus d'issue. Plus il essayait d'être gentil avec moi, plus je devenais méfiante. Plus il essayait de me séduire, plus je craignais ce qui se cachait derrière ce masque. Je voulais m'échapper. Je voulais retrouver ma liberté avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand j'ai découvert la vérité sur mon mariage, tout a basculé. Et au moment où j'ai enfin pu partir, j'ai compris que ce n'était plus la liberté que je désirais. C'est là que j'ai su que j'étais perdu. Bonjour, je suis Désir criminel et cette histoire ne fait que commencer. Sonnerie, chapitre 1. Livery. La robe était accrochée à la porte de la chambre, telle une sentence. Blanche, longue, avec un voile plié avec une précision chirurgicale. Une robe que je ne connaissais pas, choisie par des inconnus, payée avec un argent qui n'était pas le mien. Je suis resté là, à la contempler trop longtemps, comme si l'attente allait faire disparaître le tissu et emporter avec lui toute sa signification. Mon père était en bas, ma mère était au lit, porte fermée, l'oxygène en marche. Personne n'est venu m'aider à m'habiller. Personne ne m'a demandé si je voulais un bouquet, d'autres chaussures, ou une minute de plus. La robe était magnifique. Je le reconnaissais. Une beauté froide, impersonnelle. Le genre de vêtement conçu non pas pour plaire à celle qui le porte, mais pour impressionner ceux qui la regardent. J'ai enfilé la robe seule, les mains tremblantes sur les boutons du dos, et j'ai repensé aux paroles de mon père 2 semaines auparavant. Il était apparu dans la cuisine un dimanche soir, le regard cerné et vêtu d'un costume froissé comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'était assis à table sans enlever son manteau et était resté silencieux jusqu'à ce que j'éteigne le feu et m'asseye en face de lui. Dominic Ashford, mon père, un commerçant de Cleveland, l'homme qui disparaissait pendant des semaines pour revenir avec des excuses de plus en plus futiles, me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de la honte, c'était pire. C'était le visage de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. « Je dois de l'argent », dit-il à ceux qui ne pardonnent pas. Je me souviens m'être adossé à ma chaise, sentant le plastique froid à travers ma chemise. Je me souviens avoir demandé « Combien ?» et l'avoir vu secouer la tête comme si la somme n'avait aucune importance. Je me souviens avoir pensé à ma mère dans la pièce d'à côté, branchée à une machine qui coûtait plus cher que ce que nous pouvions nous permettre, et avoir senti le poids du monde m'écraser la poitrine. Il y a une famille à Chicago, poursuivit-il sans me regarder, les Kerado. Le fils a repris l'affaire. Il a accepté de tout pardonner, mais à une condition. Je le savais avant même qu'il ait fini. Je le savais à son regard fuyant, à la façon dont ses mains se crispaient sur la table. Le silence qui s'installait entre chaque phrase, comme s'il me laissait le temps de comprendre, me laissa deviner la suite. Il veut se marier. Mon père te l'a dit, le marié s'appelle Caspian Kerado. Je ne connaissais ni son visage, ni son âge, rien d'autre que son nom de famille et sa signification. Ce soir-là, enfermé dans la salle de bain, mon téléphone à la main et le cœur battant la chamade, je l'ai cherché sur Internet. Je n'ai presque rien trouvé. Une photo granuleuse dans un article sur un restaurant de Chicago. Un homme en costume sombre, de profil, la mâchoire carrée et le regard impassible. Un visage qui ne sourit pas à l'objectif, tout simplement. L'article présentait la famille Kerado comme des entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie et du divertissement, une façon polie de ne pas dire ce que tout le monde savait déjà. J'ai dit oui le lendemain, non par envie, mais parce que je me suis retrouvé face à la porte de la chambre de ma mère, sans autre issue. Et me voilà à Cleveland, vêtu de la robe blanche d'une mariée qui n'avait rien choisi. Ni la robe, ni l'hôtel, ni même l'homme qui s'efforçait de boutonner le dernier bouton dans mon dos, les doigts engourdis. Quand j'y suis enfin parvenu, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu la femme qui se tenait là. Elle paraissait calme. Moi, je ne l'étais pas. La cérémonie avait lieu à Cleveland, dans un hôtel du centre-ville où je n'avais jamais mis les pieds. Pourtant, j'étais passé devant toute ma vie. Façade en pierre sombre, porte vitrée aux encadrements dorés, le genre d'endroit qui respirait la vieille richesse dans les moindres détails. Mon père a conduit pendant les 20 minutes sans dire un mot, et j'ai passé tout le trajet à regarder par la fenêtre, à compter les feux de circulation et à essayer de ne pas penser à ce qui m'attendait de l'autre côté. 2 hommes en costume noir attendaient à l'entrée. Aucun des deux ne souriait. L'un d'eux m'a ouvert la portière et a dit « Par ici ». Sur le même ton que celui qui annonce le prochain arrêt de métro. La salle était petite pour un mariage. Pas de fleurs, pas de musique, pas de décoration à part une table en acajou avec des papiers et des stylos. Du côté du marié, 6 hommes étaient alignés contre le mur. Costume sombre, visage fermé, une présence qui alourdissait l'atmosphère. De mon côté, personne. Mon père restait près de la porte, les mains dans les poches,
les yeux rivés au sol, comme s'il avait déjà rempli sa mission. Un homme élégant, aux cheveux argentés peignés en arrière et au regard qui semblait évaluer chaque personne présente, comme s'il en calculait la valeur marchande, dirigeait la cérémonie. Thibaut Marot, j'ai appris plus tard, était le conseiller de la famille, le seul autorisé à contredire le patron. À cet instant précis, il lisait des clauses et indiquait ou signait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui épluche une liste de courses. Nom ici, initial là, date dans le coin. Et puis Caspian est entré. L'atmosphère de la pièce a complètement changé. Ce n'était pas du bruit. C'était tout le contraire. L'air semblait se réorganiser autour de lui, comme si l'espace lui-même reconnaissait qui régnait. Il était plus grand que sur la photo, les épaules plus larges, avec une présence physique qui vous oblige à reculer sans même vous en rendre compte. Son costume noir semblait avoir été cousu sur lui. Pas un pli de travers, pas une ride involontaire. À sa main droite, une bague en or ornée d'un blason gravé. Son visage était identique à celui de la photo. Mâchoire crispée, yeux sombres, bouche qui semblait peu habituée à sourire, une beauté qui me donnait des papillons dans le ventre. Et je me suis dit que c'était de la peur. C'était de la peur. Il s'est dirigé vers la table sans regarder personne et s'est arrêté à côté de moi. J'ai senti son eau de Cologne avant même de ressentir sa présence, une fragrance boisée et précieuse qui se mêlait au parfum de l'hôtel et emplissait l'espace entre nous comme une tierce personne. Il m'a regardé. Ce n'était pas le regard d'un marié découvrant sa promise pour la première fois. C'était un regard d'inventaire, froid, précis, sans hâte. Son regard glissait de mon visage à la robe, puis revenait à mon visage. J'avais l'horrible impression qu'il vérifiait si la marchandise correspondait à la négociation. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour briser ce silence et reprendre un semblant de contrôle. Mais j'avais la bouche sèche, les mots refusaient de sortir, et il avait déjà reporté son attention sur Thibaut, qui montrait quelque chose dans les documents. La cérémonie dura 11 minutes. Je l'ai compté. Thibaut lut l'essentiel, indiqua les emplacements des signatures, et tout se déroula avec l'efficacité bureaucratique d'une mutation de propriété. Au moment de signer, ma main tremblait. Le stylo était lourd, noir avec des détails dorés, et l'encre coulait sans discontinuer, comme une trahison de mon propre corps. Caspian signa après moi. Son écriture était maîtrisée, légèrement inclinée vers la droite. Sans fioriture, sans hésitation. Mais le stylo marqua une pause d'une demi-seconde avant de toucher le papier. Si brève que je ne la remarquai que plus tard, quand il était déjà trop tard pour en comprendre le sens. Quand Thibaut a rassemblé les papiers, je m'attendais à ce que quelqu'un dise quelque chose. Félicitations. Bonne chance. N'importe quelle formalité pour marquer le coup. Personne ne l'a fait. Caspian a glissé le stylo dans la poche intérieure de sa veste, a ajusté la manchette de sa chemise et s'est tourné vers moi. L'avion décolle dans 2 heures, a-t-il dit. Sa voix était grave et basse, de celles qui n'ont pas besoin de crier. N'emporte que l'essentiel. Où ça? Ai-je demandé, et ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. CH, a-t-il dit, comme si c'était une évidence. Et il est parti. Il s'est simplement retourné et a marché vers la porte, et les 6 hommes en costume l'ont suivi comme s'ils étaient tous attirés dans la même direction par un fil invisible. Thibaut a pris le dossier, m'a fait un bref signe de tête qui pouvait être un bonjour ou des condoléances, et a suivi les autres. Je suis resté planté au milieu de la pièce vide, une bague au doigt, le goût amer de l'encre sur le bout de la langue. Mon père est apparu sur le seuil. Il ouvrit la bouche comme s'il allait dire quelque chose, mais je passai devant lui sans m'arrêter. Si je m'arrêtais, j'allais pleurer, et je m'étais promis de ne leur donner à personne la satisfaction de me voir pleurer. Dehors, une voiture noire attendait, moteur tournant. L'homme qui ouvrit la portière était immense, blond, les épaules trop larges pour son costume, et une expression si vide qu'elle semblait sculptée dans la pierre. Il ne dit ni bonjour, ni félicitations, rien du tout. Il ouvrit la portière et attendit avec la patience mécanique de quelqu'un qui fait cela 20 fois par jour. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'appelait Stellin, le bras droit de Caspian, norvégien, ancien militaire, et que 10 mots par jour était sa généreuse limite. Dans la voiture, je serrai mon sac contre ma poitrine et regardai par la fenêtre Cleveland défiler. Les mêmes rues que je connaissais par cœur, les mêmes immeubles qu'avant, mais vus de l'intérieur d'une voiture qui n'appartenait pas à ce monde. C'était étrange de voir ma ville ainsi, à travers les vitres teintées d'une berline qui coûtait plus cher que la maison de mon enfance. Comme si je partais déjà avant même d'être parti. La voiture s'arrêta devant chez moi. Stellan ne dit rien, il ouvrit simplement la portière et attendit. Je montai les escaliers en courant, fourrai tout ce qui tenait dans la petite valise et m'arrêtai devant la porte de la chambre de ma mère. L'oxygène sifflait doucement et elle dormait, le visage tourné vers la fenêtre. J'avais envie d'entrer, de la réveiller,
de lui dire que je partais et que je ne serais peut-être pas de retour de sitôt. Mais si j'entrais, je ne pourrais plus ressortir, alors j'appuyai mon front contre la porte et murmurai « Je t'aime ». Assez bas pour ne pas la réveiller, puis je descendis l'escalier, la valise heurtant les marches. Le jet était une autre chose que je n'étais pas prête à assimiler. Blanc avec une bande dorée sur le côté et les armoiries familiales sur la queue, un loup sur 2 épées croisées. À l'intérieur, des sièges en cuir beige, des tables en bois sombre et un silence absolu, comme on n'en trouve que dans les endroits où l'argent a permis d'acheter même l'absence de bruit. J'ai choisi le siège le plus éloigné de l'entrée et me suis installé près du hublot, espérant que la distance me donnerait l'illusion de maîtriser la situation. In vain. Caspian est entré, a balayé la cabine du regard avec cette efficacité qui lui permettait de calculer les issues et les menaces en moins de 2 secondes, et s'est assis à côté de moi, ni à l'avant, ni à l'arrière, juste à côté de moi, comme si tous les autres sièges vides de l'avion n'existaient pas. Je me suis figé. Il a dû le remarquer car il est resté silencieux pendant près d'1 minute, ce qui, dans cet espace minuscule entre nous, m'a paru une éternité. Puis, sans me regarder, il a dit « Il y a à manger si vous voulez, et la couverture est dans le compartiment à droite. » J'ai cligné des yeux. Musique. De tout à quoi je m'attendais de la part de l'homme que j'avais été forcé d'épouser. Ordre, menace, indifférence. Musique, des instructions sur l'endroit où trouver la couverture n'en faisait pas partie. La phrase était tellement déplacée que je l'ai lâchée avant même de pouvoir me retenir. Vous me faites le briefing de sécurité en vol. Il tourna la tête vers moi. Ses yeux sombres se fixèrent sur les miens avec une intensité qui me donna envie de me recroqueviller sur mon siège. Mais le coin de sa bouche, le coin droit pour être précis, bougea. Ce ne fut pas vraiment un sourire. C'était l'ombre d'un sourire. Un indice qu'il y avait quelque chose, sous cette couche de glace, qui reconnaissait l'humour. Les ceintures de sécurité sont automatiques, dit-il, musique, mais si vous avez besoin d'aide, Stellin est dans la cabine avant. Je ne savais pas si c'était une blague ou une information à prendre au pied de la lettre. Avec lui, je soupçonnais que les deux étaient identiques. Je me tournai vers le hublot et regardai les nuages se former sous nous tandis que l'avion prenait de l'altitude, et je réfléchis avec une lucidité froide et terrifiante. J'ai épousé un inconnu et je me retrouve dans un avion sans savoir où je vais. Le reste du vol se déroula dans un silence pesant. Caspian ouvrit un dossier de documents et passa l'heure et demie suivante à lire, à noter et signer des papiers avec la même concentration implacable qu'il semblait déployer dans tout ce qu'il entreprenait. J'essayais de dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je le sentais près de moi. La chaleur de son corps, le bruit de sa respiration régulière, le crissement sec de la plume sur le papier, et mon système nerveux refusait de se calmer. C'était comme essayer de dormir à côté d'un feu maîtrisé. Le mot-clé étant « maîtrisé », car rien ne garantissait que cela resterait ainsi. Lorsque l'avion atterrit, le soleil avait déjà disparu derrière les immeubles et le ciel de Chicago n'était plus qu'une tache orange et grise à l'horizon. Stellin ouvrit la portière avec la même efficacité silencieuse qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, et l'air froid de la nuit s'engouffra dans la cabine comme un avertissement. Une autre voiture noire attendait sur le tarmac. Je suis descendu les escaliers, tenant ma robe d'une main et mon sac de l'autre, et j'ai regardé autour de moi, cherchant le moindre indice qui me permettrait de me repérer. Au loin, les lumières de la ville, un aéroport privé avec plus de gardes que d'employés, et plus loin, une route sombre bordée d'arbres qui dissimulait ce qui se trouvait au bout. Dans la voiture, je regardais Chicago défiler par la fenêtre, un flou de béton et de lumière. Je ne connaissais pas la ville. Je ne connaissais pas l'homme que je venais d'épouser. Je ne savais pas où j'allais. Une seule pensée me hantait, comme un disque rayé, qu'est-ce que j'ai fait? Le trajet a duré 20 minutes. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai baissé la vitre et j'ai vu le manoir. Ce n'était pas une maison. C'était une affirmation. De la pierre sombre, 3 étages, de hautes fenêtres où filtrait une lumière dorée à travers les rideaux, et une entrée à colonnes qui semblait tout droit sortie d'un palais européen et transplantée aux abords de Chicago. Le jardin était impeccable, les haies taillées avec une précision géométrique, un chemin de pierre éclairé par de basses lanternes, et au fond, la silhouette d'une fontaine que je ne parvenais pas à distinguer dans l'obscurité. Caspian sortit de la voiture sans attendre que Stellin ouvre la portière. Il ajusta son costume, inspecta la demeure d'un regard comme on vérifie que tout est en ordre, puis se tourna vers moi. Il me tendit la main. Je contemplais cette main, large, la bague de fiançailles scintillant sous la lumière de la lanterne, et un instant, j'hésitais à la prendre, mais mes jambes étaient engourdies par le vol, et les talons de ma robe étaient un piège mortel. Alors, je posai ma main dans la sienne et le laissai m'aider à descendre. Ses doigts se refermèrent sur les miens avec une fermeté ni douce ni brutale. C'était automatique, comme si tenir les choses avec une extrême précaution était un réflexe instinctif. Il me lâcha dès que je fus debout, et l'absence de son contact fut si brutale que j'eus presque froid.
À l'intérieur, la demeure était tout ce que j'avais imaginé et redouté à la fois. Au plafond, sol en marbre sombre, un large escalier qui se divisait en deux à son sommet, comme des ailes ouvertes. Tout était trop propre, trop calme, trop grand pour une famille qui, d'après ce que j'avais vu jusqu'ici, se résumait à un homme de peu de mots et une Norvégienne qui ne parlait pas un mot. Caspian s'arrêta au pied de l'escalier et se tourna vers moi. « Votre chambre est au 2e étage. Elle est, dit-il. Stellin va vous montrer le chemin. Ma chambre, répétai-je, sans poser de questions. Il inclina la tête comme si la répétition était superflue. Votre chambre, confirma-t-il. Avez-vous besoin de quelque chose? J'ai failli rire. Presque. Musique. Car la liste des choses dont j'avais besoin à ce moment-là commençait par récupérer ma vie et se terminait par une explication de la situation. Et aucune des deux ne se prêtait à une réponse polie. Alors, j'ai dit « non ». Il hocha la tête une fois et monta les escaliers sans se retourner. Je suis resté dans le couloir, Stellin attendant à mes côtés en silence, et je l'ai suivi quand j'ai compris que rester là ne changerait rien. La chambre était aussi grande que tout l'appartement que j'occupais à Cleveland. Un lit immense, d'épais rideaux, une fenêtre donnant sur le jardin illuminé en contrebas. Stellin ouvrit la porte, alluma la lumière et partit sans un mot. J'entrai, refermai la porte derrière moi, et aperçus alors 4 hommes dehors, immobiles comme des statues, en costume, 2 de chaque côté de la porte, armés. J'aperçus les armes avant même de fermer la porte, leur volume sous leur veste, la posture rigide d'hommes qui savaient s'en servir. Mon cœur battait la chamade, et d'une main tremblante, je tournai la clé dans la serrure, plaquai mon dos contre la porte et me laissai glisser au sol. 4 gardes devant ma porte. Je ne savais pas s'ils étaient là pour me protéger ou pour m'empêcher de partir. Et cette nuit-là, assis sur le sol froid d'une chambre qui n'était pas la mienne, dans une ville inconnue, marié à un homme dont je peinais à prononcer le nom, je compris que la différence entre les deux n'avait peut-être aucune importance. Le résultat était le même. Chapitre 2. Le monstre qui envoie des fleurs. Je me suis réveillé désorienté, la lumière du soleil filtrant à travers un interstice du rideau et me frappant le visage comme un projecteur mal réglé. Pendant 3 secondes, j'ai cru être à Cleveland, dans ma chambre exiguë, bercé par le bruit de la circulation et l'odeur du café que ma mère préparait avant que je parte au travail. Puis j'ai ouvert les yeux pour de bon et j'ai vu le haut plafond, l'immense lit et les rideaux d'un gris qui semblaient avoir été choisis par quelqu'un qui pensait que la couleur était un signe de faiblesse. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi. La pièce était toujours silencieuse, avec cette propreté impeccable d'hôtel où tout semble intact parce que personne n'y vit vraiment. Ma valise était dans un coin, petite, musique abîmée, contenant 3 changes et 2 livres. À côté de la valise, une porte que je n'avais pas remarquée la veille. C'était un placard. Et pas n'importe quel placard, le genre plus grand que le salon de ma mère, avec éclairage intégré et étagère en bois sombre du sol au plafond. Et il était plein à craquer. Robes, chemisiers, jupes, chaussures, tout était rangé par couleur avec le soin méticuleux d'un conservateur de musée. J'ai sorti la première robe. Un tissu bleu marine qui glissait entre mes doigts comme de l'eau. Et on aurait dit qu'elle était faite pour une femme d'1,80 m. Je mesure 1,63 m. Musique, je l'ai tenue contre mon corps et la robe était bien au-dessus de mes pieds, traînant sur le sol comme une traîne improvisée. La deuxième, même problème. La troisième était un chemisier en soie blanche qui m'arrivait à la cuisse comme une robe. Les chaussures étaient 2 pointures trop grandes. J'ai enfilé un escarpin noir et il a vacillé comme un bateau. Je l'ai enlevé, remis en place et j'ai contemplé toute cette armoire remplie de vêtements inappropriés. Il avait acheté une garde-robe complète sans choisir une seule pièce qui convienne. Je ne savais pas si c'était de la négligence ou si Caspian Kerado pensait d'avoir épousé une joueuse de volley-ball. J'ai mis le chemisier en soie comme une robe, parce que c'était ça ou la robe de mariée, et je suis descendu. J'ai suivi l'odeur du café jusqu'à ce que je supposais être la cuisine. Erreur. C'était la salle à manger. Une table dressée pour 30 personnes, assiette en porcelaine, couvert en argent, serviettes pliées en éventail et photos de jus de fruits alignés bout à bout. La salle était vide. Je me suis assis en bout, sans importance, et une femme en uniforme est apparue, a posé une tasse de café devant moi sans dire bonjour, puis a disparu. J'ai bu mon café en fixant les 29 places vides et je me suis dit que c'était peut-être le repas le plus solitaire de ma vie. Après le café, je suis remonté. Les 4 gardes étaient toujours à la porte, immobiles comme s'ils n'avaient pas bougé d'un millimètre de toute la nuit, 2 de chaque côté, les mains jointes devant eux, le visage impassible. Je les ai regardés, ils m'ont regardé, et personne n'a dit un mot. Je suis entré dans la chambre et me suis assis sur le lit. La réalité m'a frappé de plein fouet. J'étais dans une villa à Chicago, marié à un inconnu, entouré d'hommes armés, vêtu d'un chemisier qui n'était pas le mien, dans une chambre qui n'était pas la mienne,
Elle s'éclaircit la gorge. Et personne ne m'avait dit ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, si j'étais une épouse, une prisonnière, ou quelque chose entre les deux, un statut encore indéfini. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Deline. Deline Brouzard était ma meilleure amie depuis la fac, une Française lyonnaise venue aux États-Unis pour étudier l'analogie, qui était restée, et qui travaillait maintenant comme serveuse dans un restaurant du centre de Chicago. Elle disait ce qu'elle pensait, buvait du vin comme de l'eau, m'envoyait des messages vocaux de 6 minutes à 3 heures du matin, et était la seule personne au monde capable de me faire rire quand je n'en avais pas envie. Je ne lui avais rien dit. Je n'avais pas le temps, je n'en avais pas le courage, et une partie de moi avait l'impression que si je le disais à voix haute, la situation deviendrait réelle d'une manière que je n'étais pas prête à accepter. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Sarah, musique, je t'ai appelé 3 fois hier. »« Two as Despero. »« Ça va. » J'ouvris la bouche, la refermai, puis la rouvris. « Je me suis marié, » dis-je. Le silence à l'autre bout du fil dura 4 secondes. « Tu, musique, quoi ?»« Je me suis marié, d'elle, hier à Chicago, avec un homme que je ne connais pas, Sarafina Ashford, dit-elle, et je compris à son ton qu'elle était passée du choc à la fureur en un temps record. Si c'est une blague, je viens te tuer moi-même. Si ce n'en est pas une, je viens le tuer, lui. De toute façon, je viens. Je lui ai tout raconté. Le père, la dette, la cérémonie de 11 minutes, le jet privé, le manoir, les gardes. Deline écoutait, la colère montant crescendo. Un non, pas ici. Tu plaisantes. Murmura-t-elle d'une voix cinglante, comme une gifle. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment, ce qui, venant de Deline, était inquiétant. « Attends, je résume, » dit-elle lentement. « Tu as épousé un mafieux. Tu es enfermé dans un manoir. Il y a des gardes armés devant ta chambre et tu me racontes ça au téléphone comme si c'était une simple information. Je rêve ou je suis ivre. Ni l'un ni l'autre. Sarah, je te jure sur tout ce que j'aime, je viens, même si je dois défoncer le portail. Envoie-moi l'adresse. » Je ne connais pas l'adresse d'elle. Je ne sais même pas dans quel quartier je suis. Elle laissa échapper quelques mots en français que je ne comprenais pas, mais le ton était éloquent. Puis elle prit une grande inspiration et dit « Écoute, je vais te retrouver. J'arrive et on va trouver une solution. Tu ne seras pas seul. Tu m'entends ?» Mes yeux piquaient, mais je n'ai pas pleuré. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé le plafond, le téléphone plaqué contre ma poitrine. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai laissé mon doigt planer au-dessus du nom de ma mère pendant près d'1 minute. J'ai appelé. L'infirmière a répondu « Donna », de la même voix fatiguée qu'à l'ordinaire. Elle m'a dit que son état était stable, que l'oxygène avait été ajusté ce matin-là et qu'elle s'était renseignée sur moi. « Dis-lui que je vais bien », ai-je murmuré. « Dis-lui que je suis à Chicago pour le travail. » Le mensonge est sorti tout seul, car c'était le genre de mensonge que je savais déjà raconter avant même d'arriver. Le reste de la journée s'est écoulé à la lenteur d'une horloge cassée. J'ai arpenté la chambre, j'ai essayé de lire, j'ai abandonné, j'ai réessayé, j'ai abandonné de nouveau. Je n'ai vu ni Caspian, ni Stellin, ni personne d'autre que la femme en uniforme qui est apparue à l'heure du déjeuner avec un plateau et qui est repartie avec la même efficacité fantomatique. Au milieu de l'après-midi, on a frappé à la porte. Sur la porte. Je l'ouvris, m'attendant au plateau, et me retrouvai nez à nez avec un arrangement floral de la taille d'un arbuste. Des lys blancs, des dizaines, montés dans un vase noir orné de rubans noirs à sa base. L'arrangement était solennel, musique, parfumée et impeccable, et ressemblait avec une précision frappante à une composition funéraire. Je fixai ces fleurs et sentis un rire nerveux me monter à la gorge. Il avait envoyé des fleurs de deuil. Le chef d'une famille mafieuse, le propriétaire d'un manoir plus gardé que meublé, avait envoyé un arrangement qui semblait tout droit sorti des funérailles d'une grand-tante italienne. Je me dirigeai vers la porte. Les 4 gardes me dévisagèrent avec leur expression habituelle. Aucun. Mais Stellin était là aussi, debout à leur côté, une tablette à la main, la posture droite d'un militaire né. « Qui a envoyé les fleurs ?» demandai-je. Stellin me regarda avec les yeux bleus les plus inexpressifs que j'ai jamais vus. « Monsieur Cordo. » Il a demandé de belles fleurs. Je le regardai, puis l'arrangement derrière moi, puis je l'ai recontacté. Dis-lui que je suis vivante, que je ne suis pas enterrée. Stellin cligna des yeux une fois. Une seule fois. L'équivalent norvégien d'un faux rire. Je transmettrai l'information, dit-il, et il descendit le couloir, la tablette sous le bras. Je fermai la porte, m'y appuyai et laissai échapper un rire bref, nerveux, un peu hystérique, mais c'était la première fois que je riais depuis Cleveland, et pendant une seconde, le nœud dans ma poitrine se relâcha.
La nuit tomba et je restai allongé dans le lit trop grand, fixant le plafond trop haut, pensant à trop de choses. Je m'endormis après minuit. Je rêvais de mon père, de la cérémonie, de Caspian debout à côté de moi sans sourire. Je me réveillai d'un coup, le cœur battant la chamade, le souffle coupé, les cheveux collés au front. Je me redressai dans le lit et attrapai la table de chevet. Ma main toucha un verre. Il y avait un verre d'eau. Un verre épais rempli à moitié, avec une goutte de condensation qui coulait le long du bord. Il n'était pas là quand je me suis couché. À côté, plié en deux avec précision, une feuille de papier épais avec une ligne à l'encre noire. J'ai pris le papier et l'ai incliné vers le clair de lune. Bois l'eau. Le cauchemar va passer. L'encre était régulière, mais en regardant de plus près, j'ai vu ce qui semblait être un pli dans le papier, comme s'il l'avait plié, déplié, puis replié avant de se décider à le laisser là. Comme si écrire ces 3 mots avait nécessité plus d'un essai. Je connaissais cette écriture. Je l'avais vu signer les documents qui avaient scellé mon destin. Quelqu'un était entré dans ma chambre pendant que je dormais, avait réussi à passer les gardes, avait ouvert la porte, avait déposé un verre d'eau et un mot, et était reparti sans me réveiller. Et cette personne était le même homme auquel j'essayais de ne pas penser depuis l'atterrissage de l'avion. Ce n'était pas doux, pas vraiment. C'était fonctionnel. Bois l'eau. Le cauchemar va passer. Direct, presque froid. Mais il savait que j'avais fait un cauchemar, ce qui signifiait qu'il était éveillé, ce qui signifiait qu'il était attentif. J'ai bu l'eau. J'ai glissé le mot dans le tiroir de la table de chevet, sans trop savoir pourquoi. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que le sommeil me revienne. Ma dernière pensée avant de fermer les yeux fut celle de toutes les peurs que j'avais emportées avec moi depuis Cleveland. La plus dangereuse n'était pas l'homme armé de l'autre côté de la porte, mais ce verre d'eau sur la table de chevet. Le lendemain matin, je suis descendu, m'attendant à retrouver la même table dressée pour 30 personnes et la même chaise vide. La table était là. Les 30 couverts étaient toujours là. Mais sur la chaise en face de la mienne, Caspian était assis. Il tenait une tasse de café de la main droite, sa bague de signature brillant sous la lumière de la fenêtre, et lisait quelque chose sur son téléphone avec l'attention de quelqu'un déchiffrant un traité de guerre. Le costume sombre, la chemise boutonnée jusqu'à l'avant-dernier bouton. Il avait l'air si impeccable à 7 heures du matin que j'ai ressenti une pointe d'irritation irrationnelle. Sachant que j'étais là, en chemisier de soie froissée, les cheveux relevés en chignon. Défiant la gravité, il leva les yeux quand je m'arrêtai sur le seuil. Il ne dit pas bonjour. Il ne sourit pas. Il me fixa simplement avec cette intensité. Je ne savais toujours pas lire. Je m'assis, pris ma tasse de café et pris une longue gorgée. Il ne reprit pas sa lecture. Il me regardait toujours avec la patience de quelqu'un qui pouvait attendre indéfiniment. Et là, sous ce regard pesant comme du plomb, je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. Il y avait encore de la peur, beaucoup même. Mais il y avait autre chose à côté, une sensation chaude et troublante, qui s'était installée sous mes côtes et refusait de partir. Et je compris avec une piqûre qui me fit peur que ce que je ressentais n'était pas seulement de la peur. Chapitre 3. Musique, la fin. Trop près. Le petit déjeuner avec Caspian dura 12 minutes. Je le sais parce que j'ai compté. C'était la 2e fois que je chronométrais quelque chose le concernant, et ce schéma commençait à m'inquiéter. Pendant ces 12 minutes, il but du café, lut quelque chose sur il prit son téléphone et me regarda 4 fois. Je bus un café, mangeai une tranche de pain grillé sans goût et fit semblant de n'avoir rien remarqué. Il partit sans dire au revoir. Il se leva, ajusta le bouton de sa veste d'un geste machinal que je reconnaissais déjà et se dirigea vers la porte. Arrivé sur le seuil, il s'arrêta et se tourna à moitié vers moi. On remplace les vêtements. Quoi? Les vêtements dans le placard. Ils n'étaient pas à la bonne taille. On les remplace aujourd'hui. Et il partit sans attendre de réponse, sans s'excuser, sans expliquer comment il était au courant. Assise là, je fixais la porte vide, la tranche de pain grillé suspendue dans le vide, et pensais à 2 choses à la fois. Quelqu'un avait signalé le désastre du placard, et il avait daigné le réparer. Je ne savais pas ce qui me dérangeait le plus. Je passais la matinée à explorer le manoir, suivi à distance par les 4 gardes, tels des ombres en costume feignant l'invisibilité. Au rez-de-chaussée, à côté de la salle à manger impériale, se trouvait un salon désert. Un bureau à la porte toujours close et une cuisine professionnelle au plan de travail en marbre. Au 2e étage, l'aile ouest était interdite d'accès. Un des gardes surgit devant moi lorsque je m'engageai dans le couloir et secoua la tête une fois. C'est au bout du couloir et que je découvris la bibliothèque. La porte était un bocal. Je la poussai et une odeur me saisit aussitôt. Vieux papier, cuir et bois. Cette odeur de livres qu'on n'a pas touché assez longtemps pour qu'ils aient une âme.
Des étagères du sol au plafond sur tous les murs, une échelle en bois sur des rails, et dans le coin musique, 2 canapés en cuir sombre et un fauteuil autour d'une table basse. Romans, essais, philosophie, histoire, tout était mélangé sans ordre. Comme si quelqu'un avait acheté une librairie entière et l'avait déversée sur les étagères sans se soucier de ranger. Personne n'utilisait cette bibliothèque. Je le voyais à la poussière uniforme et à la position immuable des volumes. Alors, je fis la seule chose que je savais faire quand le monde n'avait plus de sens. Je me mis à ranger. Je passai les jours suivants dans cette pièce. J'ai retiré les livres des étagères, les étrié par année de publication, essuyé leur dos et constitué des piles sur le sol, sur le canapé, sur toutes les surfaces disponibles. Là, au milieu de ce chaos organisé, j'étais de nouveau moi-même, non plus l'épouse achetée, non plus la prisonnière de Lelay. J'étais Sarafina Ashford, bibliothécaire de Cleveland, faisant la seule chose que j'avais toujours su faire correctement. Un soir, j'étais assise par terre, entourée de livres empilés comme des remparts de papier, mes lunettes de travers dans le chignon le plus désordonné de l'histoire, quand j'ai senti quelqu'un à la porte. Caspian était appuyé contre l'encadrement, les bras croisés dans son costume sombre, l'expression indéchiffrable. Mais quelque chose avait changé. Il ne passait pas. Il se tenait là, le corps tourné vers moi, son regard parcourant la pièce avec une lenteur qui me fit comprendre qu'il était là depuis plus longtemps que je ne le pensais. Je me suis figé, assise par terre, entouré de livres, l'air de quelqu'un qui avait perdu un combat contre une bibliothèque. Il regarda les rayonnages, mon ordinateur, il s'éclaircit la gorge, le livre que je tenais à la main. Puis il m'examina par genre ou par auteur. Sa voix était basse, posée. Par année de publication, dis-je, et ma voix était plus assurée que je ne l'aurais cru. Il réfléchit un instant. Intéressant, dit-il, et il partit. Je restai assis là, le cœur battant la chamade, le livre pressé contre ma poitrine, fixant l'encadrement de la porte vide. Un mot, dit-il, un seul mot, et mon corps réagit comme s'il avait entendu une déclaration. Je ne savais pas si c'était le ton, l'intensité de son regard, ou le fait que, parmi toutes les questions qu'il aurait pu poser, il ait choisi celle qui montrait qu'il avait compris ce que je faisais. Le lendemain soir, le second petit désastre de Caspian se produisit. Je descendis dîner et découvris la pièce transformée. La table dressée pour 30 personnes n'accueillait plus que 2 couverts, face à face, avec des bougies allumées, des verres en cristal, des serviettes en lin et 3 serveurs postés le long du mur, tels des soldats attendant des ordres pour 2 couverts avec 3 serveurs. Je me suis arrêté sur le seuil et j'ai failli remonter. La scène ressemblait à une demande en mariage orchestrée par quelqu'un qui n'en avait jamais vu et qui avait fait ses recherches sur le mauvais site. L'exagération était si sincère que ça en était gênant. Caspian était déjà assis. Chemise sombre, pas de costume pour la première fois, ce qui sur lui équivalait à être en pyjama. Ses manches retroussées laissaient apparaître ses avant-bras, et j'ai détourné le regard trop vite. Je me suis assise en face de lui. Les serveurs s'activaient dans l'évier, versant de l'eau et disposant les couverts avec la précision d'une chorégraphie répétée. Puis, le silence, 2 bonnes minutes, les bougies vacillant entre nous comme des témoins gênés. Il tenait son verre sans boire. Je tenais ma serviette sans savoir où la mettre. Je n'en pouvais plus. Tu sais qu'un dîner à 2 nécessite une conversation, n'est-ce pas? Il m'a regardé, a cligné des yeux comme si l'information venait de tomber sur moi. Vas-y, a-t-il dit. À propos de quoi? De ce que tu veux. Je l'ai regardé, j'ai regardé les bougies, les 3 serveurs, et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quel genre, les fleurs ne sont-elles pas des fleurs de deuil? Caspian se tut, réfléchissant à la question avec le même sérieux qu'il mettait sans doute dans des négociations à plusieurs millions de dollars. Au fond de la pièce, Stélin, appuyé contre le mur, les mains derrière le dos, esquissa un sourire. Le coin de ses lèvres bougea d'1 millimètre avant de reprendre sa position initiale. Je compris à cet instant que Stélin voyait tout, comprenait tout, et trouvait tout amusant, mais qu'il préférait mourir plutôt que de le montrer. Le lendemain matin, un petit vase de marguerites blanches et jaunes apparut sur la table du petit déjeuner. Pas de ruban noir, pas de connotation funéraire. Je regardai les fleurs et sentis une oppression dans ma poitrine, autre que la peur. 2 jours plus tard, Delphine arriva. J'étais à la bibliothèque lorsque Stélin ouvrit la porte et dit de la voix la plus neutre du monde, « Visiteur ». Delphine entra derrière, lui telle une tornade de cheveux bruns, d'écharpe rouge et d'indignation française. Elle regarda la bibliothèque, les yeux écarquillés, puis moi, puis de nouveau la bibliothèque. Sarah. Musique. Cet endroit est plus grand que tout mon appartement, tout l'immeuble, même le parking. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai eu mal aux côtes, puis elle m'a prise par les épaules et m'a examiné de la tête aux pieds. Quand elle a repéré la cave à vin encastrée dans le coin de la pièce,
Elle a sorti une bouteille, a vérifié l'étiquette et ses yeux se sont écarquillés. C'est un beau 2010, posé sur une étagère comme un objet de décoration. Je le déteste par principe, mais sa collection de vins m'offense et me ravit à la fois. Nous sommes montés. Dans le couloir, Deline a croisé Stélin qui venait en sens inverse. Elle s'est arrêtée. Musique, l'a dévisagé de haut en bas, ce qui n'était pas facile vu sa taille d'1,98 m, et s'est tournée vers moi, la main sur le cœur. Mon Dieu, même les gardes du corps sont beaux ici. Stélin est passé devant moi sans changer d'allure ni d'expression. J'ai attrapé Deline par le bras avant qu'elle ne puisse dire un mot en français. Dans la chambre, assise sur le lit, elle a baissé la voix. Est-il horrible? J'ai réfléchi à le mot. Il s'éclaircit la gorge, le verre d'eau, la question sur les livres, les marguerites. J'ai repensé aux gardes, à la porte verrouillée, à ce regard qui me donnait envie de reculer et de me pencher en avant à la fois. Il a envoyé un arrangement funéraire dès le premier jour. Delphine a failli recracher le vin qu'elle avait monté des escaliers. Un arrangement funéraire. Essayait-il de te tuer ou de te séduire? Je n'ai pas pu répondre. Et le fait de ne pas pouvoir répondre m'a terrifié plus que n'importe quelle réponse. Delphine est partie en fin d'après-midi, promettant de revenir et menaçant de ramener des renforts. Je l'ai regardé partir par la fenêtre de la chambre et j'ai senti la solitude revenir avant que la voiture ne disparaisse derrière le portail. Cette nuit-là, l'air s'est glacé sans prévenir. Ce froid de Chicago qui vous pénètre jusqu'aux os sans prévenir. Je suis sorti sur le balcon du premier étage pour contempler la ville, les bras croisés, essayant d'absorber autre chose que les murs de cette demeure. Les lumières de Chicago brillaient au loin comme une constellation terrestre. Le vent portait une odeur de pluie qui me rappelait Cleveland, une odeur qui me serrait la poitrine. J'ai senti sa présence avant même d'entendre ses pas, musique. Caspian est apparu à mes côtés sans un mot. Je ne me suis pas retourné. Inutile. L'odeur de bois et de whisky est arrivée avant lui, et l'air autour de moi s'est transformé comme je le pressentais, s'épaississant, s'alourdissant, comme si le balcon avait rétréci. Il est resté immobile quelques secondes, contemplant la même ville que moi, puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il a ôté sa veste et l'a posée sur mes épaules sans demander la permission, sans prévenir, sans me toucher, si ce n'est par le tissu. La chaleur de son corps imprégnait encore la doublure et m'a envahi d'un coup, mêlé à son eau de Cologne qui m'enveloppait, si près que j'en sentais chaque note, comme s'il m'enlaçait. J'ai eu le souffle coupé et je suis resté là, les bras croisés, le cœur battant à un rythme qui n'avait rien à voir avec le froid. Il ne m'a pas touché. Il est resté là, à côté de moi, les mains dans les poches, le visage tourné vers les lumières de la ville. Quelques centimètres seulement séparaient nos épaules. Trop près pour être accidentel, trop loin pour être une invitation. Le vent m'a fouetté le visage, apportant sa chaleur. Et j'ai pensé que de tous les dangers que j'avais affrontés depuis Cleveland, le plus dangereux était cet espace entre nous. Tu n'es pas le monstre que je croyais, ai-je dit, et les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Caspian n'a pas répondu tout de suite. Sa mâchoire a tremblé, comme s'il mâchait la phrase, en testant le poids. Puis il a dit, d'une voix si basse que le vent a failli l'emporter, « Peut-être que si, mais pas avec toi. » La phrase est restée suspendue entre nous, trop lourde pour que le vent la porte. Il a agrippé la rambarde du balcon d'une main et j'ai vu ses jointures blanchir. Une infime fissure dans ce contrôle parfait qu'il arborait comme une seconde peau. Cela a duré 2 secondes. Puis ses doigts se sont relâchés. Il a repris sa posture et l'instant est passé si vite que j'ai failli croire que... Je l'ai imaginé. J'ai tourné la tête et l'ai regardé, son profil dur se détachant sur les lumières de la ville. La tension de sa mâchoire, ses yeux sombres qui ne me fixaient pas, mais dont je savais qu'ils scrutaient chacun de mes mouvements. Il venait de m'avouer qu'il était dangereux, que le monstre existait, que j'étais l'exception, et la partie de mon cerveau qui aurait dû ressentir de la peur, la partie logique et rationnelle héritée de Cleveland, s'est tue. Je n'ai pas rendu la veste. Au milieu de la nuit, je suis descendu chercher de l'eau. La cuisine était presque plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par une faible lumière au-dessus du comptoir, et Caspian était là, debout, appuyé contre le comptoir, les manches retroussées, un verre de whisky à la main, sans costume ni armure. Ses épaules étaient plus basses, sa mâchoire plus détendue, et la faible lumière adoucissait les traits durs de son visage. Il avait l'air fatigué, pas de la fatigue que le sommeil guérit, mais de celle qu'on ressent à force de porter des fardeaux. Il a levé les yeux quand je me suis arrêté sur le seuil. J'étais en t-shirt et en survêtement, cheveux lâchés, pieds nus. La cuisine était immense, mais dès que nos regards se croisèrent, l'espace se rétrécit. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Non, je suis entré lentement, comme si aller trop vite risquait de briser quelque chose de fragile. »« Et toi ?»« Je ne peux jamais. » La phrase résonna dans l'air,
simple et pesante. Je suis allé à l'évier, j'ai pris un verre et je l'ai rempli d'eau, sentant son regard sur mon dos comme une pression physique. Quand je me suis retourné, il n'avait pas bougé. J'aurais dû remonter. J'aurais dû lui dire bonsoir et retourner dans ma chambre, mais mes pieds ont refusé d'obéir. Je suis resté là, appuyé contre le comptoir d'en face, un verre à la main et sa veste toujours sur mes épaules, car je ne la lui avais pas rendue et il ne me l'avait pas demandé. L'atmosphère entre nous était chargée de quelque chose que nous ne pouvions nommer, et chaque seconde qui passait rendait plus difficile de faire comme si ce n'était pas le cas. Quand je suis remonté, j'ai pressé mon front contre la porte de la chambre et j'ai fermé les yeux. La veste était toujours sur mes épaules et je ne l'ai pas enlevée. Je suis resté là, respirant l'odeur de bois et de whisky, et j'ai pensé que j'étais en danger, mais pas de celui que j'avais imaginé. Le danger, c'était cette chaleur sous mes côtes qui apparaissait quand il était près de moi. La difficulté, une respiration qui n'avait rien à voir avec la peur. L'envie de rester alors que tout me criait de fuir. Je pensais à lui avant de m'endormir. Et la peur se transformait en autre chose. Chapitre 4. La vérité qui brûle. Les jours passèrent et la distance entre nous se réduisit sans que l'un de nous l'ait voulu. Caspian cessa d'envoyer Stélin. Il commença à venir en personne sans prévenir, comme pour tester jusqu'où il pouvait aller avant que je ne prenne mes distances. Un matin, j'étais assise sur un banc près de la fontaine, dans le jardin. Un livre sur les genoux et un manteau trop fin pour le froid. J'éternuais violemment, d'un éternuement qui vous secoue de la tête aux pieds. Je m'essuyai le nez du revers de la main et replongeai dans ma lecture. 20 minutes plus tard, Caspian descendit l'allée de pierre à grandes enjambées, un lourd manteau sur le bras et une tasse fumante à la main, l'air de quelqu'un qui exécute une mission militaire de haute importance. Il s'arrêta devant moi, me tendit le manteau et posa le thé sur le banc. Je les observai et dis « J'ai éternué. Je ne me suis pas évanoui. »« Tu es rouge, » dit-il, comme si cela réglait la question. Parce qu'il fait froid, le manteau est donc logique. J'ouvris la bouche et compris que je n'avais rien à redire. J'enfilai le manteau, trop grand et imprégné de son odeur, et pris le thé. Caspian afficha une satisfaction presque imperceptible. Ses épaules se détendirent d'1 millimètre, sa mâchoire se relâcha légèrement, et il partit sans un mot de plus, les mains dans les poches, marchant comme quelqu'un qui venait de régler une affaire d'État. Un soir, je lisais sur le canapé de la bibliothèque lorsqu'il entra et s'assit dans le fauteuil d'en face, celui avec un livre à couverture rigide. Au bout de 20 minutes, je remarquai qu'il n'avait pas tourné une seule page. Je le savais parce que je l'observais, et le simple fait de l'observer était déjà un problème. J'avais besoin d'un autre livre sur l'étagère du haut. Je me levai, tendis le bras, mais je n'y parvins pas. Avant même de pouvoir saisir l'échelle, je sentis une chaleur derrière moi. Caspian s'était levé sans un bruit, avait tendu le bras par-dessus moi et avait attrapé le livre. Lorsqu'il baissa le livre pour me le tendre, ses doigts effleurèrent les miens. Le temps sembla s'arrêter. Le contact était minime, bout de doigt contre bout de doigt, le livre entre nous, mais je sentis cette sensation remonter le long de mon bras et se loger au centre de ma poitrine comme un courant électrique. Aucun de nous ne lâcha le livre. Il était trop près. Assez près pour que je puisse distinguer les nuances de ses yeux sombres, sentir son haleine chaude de whisky et de menthe. Il regarda ma bouche. Je la regardai. Personne ne bougea. L'espace entre nous se réduisait, comme si sa propre gravité nous attirait l'un vers l'autre. La porte s'ouvrit. « Monsieur Cadotte-Bolt a besoin de vous. » Caspian ferma les yeux une demi-seconde, la mâchoire serrée, une lente inspiration par le nez, les doigts crispés sur le livre avant de le lâcher, et il partit sans un mot. Je restai là, le livre pressé contre ma poitrine, le cœur battant la chamade. Le lendemain matin, Thibaut Marot frappa à la porte de la bibliothèque, 2 coups formels et espacés. Il entra avec son élégance habituelle, costume gris et porte-documents en cuir marron à la main. Mais son expression était différente de toutes les autres fois où je l'avais vu. Ce n'était ni du calcul, ni de l'efficacité. C'était le visage de quelqu'un qui avait pris une décision contraire à sa nature et qui ignorait encore s'il avait fait le bon choix. « Sarafina », dit-il, et c'était la première fois qu'il prononçait mon nom. Il referma la porte derrière lui et resta immobile un instant, la main toujours sur la poignée, comme s'il se donnait une dernière chance de faire marche arrière. Puis il se dirigea vers la table basse et y déposa le dossier. « Caspian ne sait pas que je suis là », dit-il avant de l'ouvrir. Et s'il le savait, ce serait probablement la dernière chose que je ferais dans cette maison. Mais je travaille pour cette famille depuis 32 ans, et la seule règle que je n'ai jamais enfreinte, c'est de ne pas détruire les gens qui y vivent. Il me regarda avec ses yeux qui calculaient tout. Mais pour la première fois, il y avait autre chose. Quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce que cet homme représentait, comme du remords. Tu es à l'intérieur maintenant, et tu mérites de savoir dans quoi tu t'es embarqué.
Il ouvrit le dossier. Contrat, reçu, virement bancaire. Je m'assis et commençai à lire, et à chaque ligne, le sol me semblait de moins en moins stable. Il n'y avait aucune dette. Mon père n'avait jamais rien dû. Aucune demande de recouvrement, aucune menace. Dominique était allé de son propre chef voir la famille Curado et avait offert sa fille en échange d'argent. 250 000 $. Le montant était là, en lettres noires, suivi de la signature tordue que je reconnaissais, celle des cartes d'anniversaire de mon enfance. Caspian est au courant, demandai-je d'une voix forte. Thébault me regarda de ses yeux qui calculaient tout. Dès le début, je quittai la bibliothèque sans le regarder. Je descendis les escaliers, m'engageai dans les couloirs et trouvai Caspian dans le bureau, dos à la porte. Quand j'entrai, il se retourna et je vis sur son visage l'instant précis où il comprit. Son regard glissa des documents dans ma main à mon visage, et quelque chose changea dans son expression. Le visage de quelqu'un qui attendait ce moment depuis des semaines et savait qu'il était sans défense. Je tremblais de rage. Tu savais. J'ai parlé, et les mots sont sortis comme une flèche. Tout ce temps. Tu savais que mon père m'a vendu. Et tu m'as quand même épousé. Pourquoi? Parce que je t'ai vu, a-t-il dit d'une voix basse, presque rauque. Il y a 6 mois, à une soirée. Tu riais, et je n'avais jamais vu personne rire comme ça. La phrase m'a frappé en plein cœur, mais pas comme il avait prévu. Quelle soirée? Ai-je demandé, et la colère dans ma voix s'est faite plus froide. Je ne suis jamais allé à une soirée à Chicago. J'habitais à Cleveland, je travaillais dans une bibliothèque et je sortais avec une amie boire du vin bon marché en ville. À quel moment de ma vie aurais-je pu me retrouver à une soirée où quelqu'un comme toi était présent? Caspian soutint mon regard sans ciller. Le gala de charité de la fondation de ton père. En novembre. Il avait besoin d'une fille présentable pour convaincre les investisseurs qu'il était un homme de famille. Tu as passé la nuit dans un coin, près du bar, à rire avec une femme à l'écharpe rouge, et tu es parti avant minuit. Le sol s'est effacé. La fondation de mon père. Cette organisation de façade qu'il prétendait philanthropique et dont je n'avais jamais douté. J'avais assisté à cet événement. Deline m'avait accompagné, car je détestais y aller seul. Je me souvenais de la robe empruntée, des horribles chapiteaux, de mon départ précipité, car je ne supportais plus de sourire aux inconnus. Et quelque part dans cette salle, Caspian Curado m'observait. Alors tu m'as vu une fois, il y a 6 mois, et tu as décidé que tu me voulais, dis-je lentement, en pesant le poids de ma phrase. Et quand mon père est arrivé en me proposant sa fille, tu as trouvé ça pratique. Je n'ai pas trouvé ça pratique. J'ai trouvé ça inévitable. Sa mâchoire se crispa. Et s'il n'avait pas accepté, il t'aurait proposé à quelqu'un d'autre. Alors tu m'as racheté, toi, la musique. Je t'ai pris à un homme qui te vendait. Ça ne change rien au fait que tu y as participé. Non, en effet. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas justifié. Il n'a rien expliqué. Il a accepté. Et cette acceptation m'a désarmé comme aucune excuse n'aurait pu le faire, car elle ne m'a rien donné à quoi me opposer. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte à clé et j'ai pleuré pour la première fois depuis Cleveland, non pas par peur, mais par trahison. Le père que je croyais protégé avait transformé sa propre fille en une transaction bancaire. Et Caspian le savait depuis le début, lui qui m'apportait du thé quand j'éternuais et m'écrivait des mots quand je faisais des cauchemars. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Pour la fille qui se croyait courageuse et qu'on vendait. Pour la mère à Cleveland qui n'était au courant de rien, que j'appelais tous les 2 jours pour lui dire que j'allais bien, que Chicago était magnifique, que mon nouveau travail était bien, alors qu'à l'autre bout du fil, l'oxygène sifflait et sa voix s'affaiblissait de semaine en semaine. Si elle savait que son mari avait vendu leur fille. Pour payer ce qui n'était même pas une dette, la machine qui maintenait ses poumons en vie ne suffirait pas. Et j'ai pleuré parce que malgré tout, malgré le mensonge, l'accord, chaque document dans ce dossier, je ne voulais pas partir. Et c'était ce qui me faisait le plus mal. Je ne suis pas sorti de la chambre le lendemain ni le surlendemain. Parfois, j'entendais des pas s'arrêter de l'autre côté de la porte, lourds, traînants, comme ceux d'un homme imposant qui ne sait pas quoi faire de ses mains, puis s'éloigner sans frapper. Le 3e jour, je me suis réveillé et j'ai vu une enveloppe blanche sous la porte. L'écriture ferme, droite et oblique sur le devant m'a indiqué l'expéditeur avant même que je l'ouvre. Je me suis assise sur le lit et je l'ai longuement fixée, car une partie de moi savait que ce qu'elle contenait allait tout changer à nouveau. Chapitre 5. Choix. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains encore engourdies après 2 jours passés au lit. À l'intérieur, 3 choses. Un passeport, le mien, que j'ignorais qu'il possédait, une carte de crédit noire avec aucune limite imprimée au dos, et un billet d'avion, sans date ni destination précise, sans restriction, un billet pour n'importe où dans le monde, sans mots, sans explication,
pas une seule ligne de cette écriture oblique que je connaissais déjà par cœur. Mais le message était clair. Je pouvais partir, et il ne m'en empêcherait pas assise sur le lit, les 3 objets sur les genoux, je fixais le billet comme s'il allait exploser entre mes mains. La liberté. C'était ce que je désirais depuis Cleveland. Depuis la robe accrochée à la porte, depuis ces 11 minutes qui avaient scellé ma vie dans une chambre sans fleurs. Partir, retourner chez ma mère, à mon appartement, à la bibliothèque municipale où le livre restait à sa place. Et personne ne m'avait regardé comme si j'étais à la fois la chose la plus dangereuse et la plus indispensable au monde. Alors pourquoi mes mains restaient-elles immobiles? Je tournais le passeport entre mes doigts. Ma photo me fixait, ce visage neutre propre aux documents officiels, les yeux bruns, les cheveux tirés en arrière, l'expression de quelqu'un qui ignorait encore ce qui allait se produire. La photo avait-j'ai été emmenée à Cleveland, chez un notaire près de la bibliothèque. Un mardi après-midi, je m'en suis souvenu, car ensuite j'étais allé prendre un café avec Delphine, et elle s'était plainte pendant 40 minutes d'un client qui avait renvoyé un stylo noir parce qu'il le trouvait trop acide. J'avais l'impression d'être dans une autre vie. J'avais l'impression d'être une autre personne. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Delphine. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait. Sarah, musique, j'ai appelé 6 fois hier. Si tu n'avais pas répondu aujourd'hui, j'y serais allé avec la police, les pompiers et un prêtre, parce que l'un des 3 aurait été nécessaire. Del, ai-je dit, et ma voix s'est brisée d'une manière qui l'a instantanément fait taire. Je lui ai tout raconté. Le dossier, les documents, le père, les 250 000 $, le mensonge qui avait soutenu toute ma vie à Chicago comme des fondations pourries sous une maison que je croyais solide. Je lui ai parlé de la confrontation dans le bureau, du visage de Caspian quand il a dit « Non, ça ne marche pas », des 2 jours enfermés. Je fixais le plafond, essayant de reconstituer une histoire que je croyais connaître, et je lui ai parlé de l'enveloppe. Deline écoutait en silence pour la 2e fois de sa vie, et les 2 fois, c'était à cause de moi. Elle n'avait rien à dire. J'entendais sa respiration à l'autre bout du fil, contrôlée, et j'imaginais le visage grave qu'elle arborait quand un sujet était trop complexe pour une réponse rapide. La Deline Extravertie. La Deline aux messages vocaux de 6 minutes. La Deline qui avait un avis sur tout avant même que vous ayez fini votre phrase. Cette Deline-là était silencieuse, et cela m'effrayait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Après un silence qui semblait interminable, elle prit la parole. « Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. » Sa voix était posée. Dépouillée de son humour habituel, sans le sarcasme que je connaissais comme une seconde nature. Mais je vais te dire une chose. Ce type t'a envoyé un arrangement funéraire parce qu'il ne s'est pas acheté des fleurs. Il t'a offert des vêtements à la mauvaise taille parce qu'il n'avait jamais prêté attention à une femme auparavant. Il a mis 4 gardes à ta porte parce qu'il pense que protéger est la seule forme d'amour. Elle marqua une pause. Et maintenant, il vous a donné un passeport et un billet pour n'importe où dans le monde. Il vous laisse partir, Sarafina. Et je pressens que c'est la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, comme les pièces d'un puzzle que je refusais d'assembler, car cela signifiait voir l'image complète. Et cette image était terrifiante. Et si je restais, d'elle? Demandai Dausmant. Alors tu sauras que tu as choisi. Et choisir, c'est différent d'être vendu. Je raccrochai et fixai le passeport. La carte, musique, le billet. Je pensais à ma mère à Cleveland, à l'oxygène qui fonctionnait, à la petite chambre qui sentait les médicaments et le manque. Je l'avais appelée la veille au soir, depuis le sol de ma chambre. Ma voix était suffisamment maîtrisée pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Elle m'avait dit que la voisine avait apporté de la soupe, que la nouvelle infirmière était gentille, que mes cheveux en bataille du matin lui manquaient. Je lui avais dit que je reviendrais bientôt. Je ne savais pas si c'était vrai. Et maintenant, tenant entre mes mains le billet qui pourrait me ramener à elle. Quelques heures. Il me fallait décider si, bientôt, signifiait aujourd'hui ou autre chose. Je repensais à mon père, à la signature de travers sur les documents, à son visage ce dimanche soir dans la cuisine. Ce visage que je prenais pour du désespoir, mais dont je savais maintenant qu'il était calculateur. Je repensais à ces semaines passées à croire que mon sacrifice avait un sens. Que la fille qui avait dit oui sauvait la famille, alors qu'en réalité, c'était la famille qui la détruisait. Et elle s'éclaircit la gorge. Je repensais à Caspian, pas à ces mots. Je les connaissais déjà. Je les avais déjà examinés sous tous les angles. Je les avais déjà mis à l'épreuve de ma rage et constaté qu'ils tenaient bon. Je repensais à ses mains. Des mains qui apportaient le thé comme on livre des munitions. Qui prenaient des notes comme on signe des ordres. Qui sabotaient les étagères comme on tend une embuscade, juste pour être dans la même pièce que moi. Des mains qui savaient blesser et qui choisissaient de ne pas me toucher.
Des mains qui tenaient un verre d'eau et le posaient près de mon lit comme si prendre soin de moi était une opération secrète que personne ne devait connaître. Pas même moi. Il était dangereux. Je n'en avais jamais douté. Mais le danger qu'il représentait n'était pas celui que j'imaginais. Je me suis levé, me suis lavé le visage, et enfilé des vêtements propres, me suis attaché les cheveux et suis descendu. Le manoir était silencieux comme je le connaissais déjà, d'un silence pesant, propre à un lieu trop vaste et trop peu peuplé. J'ai traversé la salle à manger vide, le couloir au tableau sombre, et me suis arrêté devant le bureau. La porte était fermée. J'ai pris une profonde inspiration, senti mon cœur battre la chamade, et j'ai frappé. Personne n'a répondu. J'ai ouvert. Caspian se tenait dos à la porte, regardant par la fenêtre donnant sur le jardin. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux ouverts et dessinait sa silhouette sur la vitre. Larges épaules, posture rigide, mains jointes derrière le dos, les doigts entrelacés et serrés avec la force de quelqu'un qui s'accroche à quelque chose qui menace de lui échapper. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré, mais j'ai vu son corps réagir. Ses épaules se sont soulevées d'un demi-centimètre. Sa respiration a changé de rythme. Il savait que j'étais là, et il m'attendait. Je l'ai regardé. Je suis revenu et j'ai compris. L'enveloppe n'était pas un coup calculé, ni une stratégie musicale, ni une autre manœuvre du chef de la famille Kerado. C'était une reddition. Au lieu de se justifier, au lieu de discuter, au lieu d'utiliser le pouvoir qu'il avait pour me retenir, et il l'avait. Nous savions tous les deux qu'il l'avait. Il avait ouvert la porte. Il m'avait offert une issue que personne d'autre ne m'avait jamais donnée. Ni mon père, ni la vie, ni les circonstances qui m'avaient traîné de Cleveland à Chicago. La seule personne qui m'offrait un véritable choix était celui que tout le monde croyait être celui qui nous privait de nos choix. « Pourquoi m'as-tu donné le billet » ai-je demandé. Il ne s'est pas retourné. « Parce que tu n'es pas prisonnier, et si je pars ?» La question est restée en suspens. J'ai vu ses épaules se soulever au rythme d'une lente inspiration, ses doigts se crisper un instant avant de se détendre, et lorsqu'il a répondu, sa voix était plus basse que jamais. Grave, contenue, portant le poids d'un fardeau qu'il portait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Alors je sais que j'ai au moins une fois fait ce qu'il fallait. Il se retourna et son regard avait changé. Ses yeux n'étaient plus froids, ni calculateurs, il n'avait plus cette carapace de contrôle que je reconnaissais comme l'armure habituelle de Caspian Sédio. Ils étaient vulnérables, ouverts d'une manière qui me coupa le souffle, car c'était le visage qu'il ne montrait à personne. Le visage derrière le patron, sous le costume, sous la bague de fonction et ce nom qui faisait fuir. Le visage d'un homme qui avait vu son père mourir lors d'un dîner de famille, qui avait pris le contrôle d'un empire le jour même, qui contrôlait tout autour de lui car il croyait que la vigilance constante était le prix de la survie, et qui se tenait maintenant devant une femme de Cleveland, les yeux ouverts et les mains vides, attendant qu'elle parte. Je sortis le billet de ma poche et le posai sur son bureau. Je ne pars pas. Il ne bougea pas. Sa mâchoire se crispa et son regard m'observa avec une intensité que je sentis sur ma peau, comme s'il cherchait le mensonge. Il testait ma phrase, vérifiant si je savais ce que je disais. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on m'a donné le choix de partir et j'ai choisi de rester. Caspian ferma les yeux. Une seconde entière, je les comptais. Car à ce stade, compter les secondes était devenu un réflexe incontrôlable. Quand il les rouvrit, il y avait là quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Du soulagement, de la gratitude et une intensité farouche qu'il ne pouvait dissimuler, qui brillait derrière ses pupilles dilatées comme une flamme qu'on aurait tenté d'éteindre en vain. Sa bouche bougea comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit, et je compris que ce silence en disait plus que n'importe quelle phrase. Le silence d'un homme qui venait de recevoir la seule chose qu'il désirait et qui ne savait pas quoi en faire. La nuit tomba différemment ce jour-là. Le poids que je portais depuis les documents de Thibault n'avait pas disparu, mais il avait changé de forme. Ce n'était plus une pierre sur ma poitrine. C'était quelque chose que je tenais à deux mains, sachant qu'il était à moi et que j'avais choisi de le porter. Je suis allé à la bibliothèque, leur endroit. C'est ainsi que je pensais déjà. Sans m'en rendre compte, la bibliothèque était devenue leur refuge. Assise sur le canapé, je pris un livre et l'ouvris à la page marquée. La maison était silencieuse et la lumière de la lampe projetait des ombres chaudes sur les étagères. Il entra sans frapper. Je le sentis avant même de le voir. L'air changea, la température monta d'un demi-degré, sa présence emplissant l'espace comme toujours. Il s'arrêta à la porte, me regarda, puis se dirigea vers le fauteuil, mais ne s'assit pas. Il resta là, les mains dans les poches, me fixant avec cette intensité que je ne feignais plus d'ignorer. « Tu as réorganisé le rayon poésie, dit-il. Il n'était pas à sa place. Mélangé aux essais. Je sais. Je l'ai mis là exprès. Je levai les yeux de mon livre. Pourquoi ? J'aurais ainsi une raison de venir ici quand vous viendriez réparer ça.
La rasa resta en suspens entre nous. Simple et dévastatrice. Musique. Il avait saboté l'organisation de sa propre bibliothèque pour avoir un prétexte pour se trouver dans la même pièce que moi. Caspian Kerado, l'homme qui faisait taire les restaurants, qui commandait toute une famille et dont le contrôle était inné, avait besoin d'un prétexte pour être près de moi. Et il venait de l'admettre à voix haute, planté au milieu de la bibliothèque, les mains dans les poches, avec l'air de quelqu'un qui ne savait pas s'il venait de me remettre une arme ou une déclaration. Il s'assit sur le canapé, pas sur le fauteuil, le canapé à côté de moi, pas collé à moi, mais assez près pour que je sente sa chaleur. La conversation commença lentement, comme toutes les nôtres. Des phrases courtes et de longs silences qui se raccourcissaient sans cesse jusqu'à ce que les mots jaillissent d'eux-mêmes. Le livre que je lisais, la bibliothèque de Cleveland, son insomnie. Des petites choses qui signifiaient plus qu'elles n'y paraissaient. À un moment donné, l'atmosphère changea. Elle devint plus lourde, plus chaude, chargée de la tension qui s'était installée. Il nous suivait depuis le premier jour. Il se tourna vers moi. Il leva lentement la main, comme pour me laisser le temps de me retirer, et me toucha le visage. Ses doigts se posèrent sur ma joue avec une légèreté inattendue de main de cette taille. Son pouce traça la ligne de ma mâchoire avec la lenteur de quelqu'un qui mémorise chaque détail par le toucher. C'était la première fois qu'il me touchait vraiment. Non pas pour me retenir, non pas pour me protéger, non pas par réflexe, juste pour me toucher. Sa peau était chaude contre la mienne, et je retins mon souffle tandis que ce contact se répandait dans mon corps comme une chaleur liquide. « Si tu me demandes d'arrêter, » dit-il d'une voix si basse que je la sentis plus que mal. « J'arrêterai. » Je ne l'avais pas demandé. Il m'embrassa lentement au début, avec la retenue d'un homme qui s'était retenu pendant des semaines et qui ne se faisait pas confiance pour ne pas aller trop vite. Sa bouche était chaude et ferme contre la mienne. Et quand ses lèvres se séparèrent, je goûtai le whisky et une douceur inattendue, et le dernier brin de résistance auquel je m'accrochais encore. Tout se déroula. Ses mains glissèrent de mon visage à mon cou, puis à mes épaules, jusqu'à ma taille, traçant lentement un chemin qui cartographiait mon corps avec la précision de quelqu'un qui en mémorisait chaque courbe. J'attrapai le devant de sa chemise étirée, sentant mes muscles tendus sous le tissu, et il répondit par un son grave contre ma bouche qui me fit perdre la notion du temps. Le baiser changea. La retenue céda la place à une urgence que nous avions tous deux contenue pendant des semaines, et ses mains se resserrèrent sur ma taille avec une possessivité qui aurait dû m'effrayer, mais qui fit réagir tout mon corps. Il me déposa sur le canapé, une main sur ma nuque et l'autre fermement sur ma taille, s'appuyant sur ses bras pour ne pas m'écraser. Sa bouche se posa sur mon cou et je sentis des lèvres chaudes tracer une ligne de mon oreille à ma clavicule, lentement et délibérément, tandis que je cambrant le dos, agrippais ses épaules si fort que je sentais chaque muscle se tendre sous mes mains. Il était grand. Son corps recouvrait le mien comme une ombre chaude. Et je sentis le poids, la chaleur, la pression de sa poitrine contre la mienne. Au lieu de me sentir piégé, je me sentis ancré. Les vêtements tombèrent lentement. Il retira mon chemisier avec précaution, le sien avec impatience. Et lorsque nos peaux se rencontrèrent pour la première fois, je haletai contre son cou. Il était chaud d'une chaleur qui semblait irradier, et ses mains parcoururent mes côtes, les doigts écartés, comme s'il voulait me sentir le plus possible à la fois. Je caressai sa poitrine, les fines cicatrices que je sentais sans pouvoir les voir dans l'obscurité, son large dos qui se contractait à chacun de mes contacts. Lorsqu'il se positionna entre mes jambes, il s'arrêta. Son regard croisa le mien et s'y attarda, sombre et ouvert, cherchant la permission avec un sérieux qui me fit comprendre que cet homme, l'homme que le monde entier craignait, me demandait de lui faire confiance. Je posai ma main sur son visage et acquiesçai. Il pénétra en moi lentement, la mâchoire serrée par l'effort de se retenir, et je sentis chaque centimètre comme s'il réécrivait en moi quelque chose dont j'ignorais l'existence. Breathe. Le rythme était le sien, lent, profond, délibéré. Il bougeait avec une précision contenue, mais je sentais les failles sous-jacentes, le souffle qui s'arrêtait, les doigts qui serraient ma taille trop fort, le son rauque et grave qui laissait échapper contre ma nuque quand je griffais son dos. Je haletais contre sa peau tandis que la tension montait par vagues, chacune plus forte, chaque vague nous rapprochant du précipice. Et quand j'ai prononcé son nom, doucement, la voix brisée, il a fermé les yeux et accéléré le rythme sans en perdre l'intensité. Le monde s'est réduit à ce canapé, à ce corps contre le mien, à la chaleur qui nous enveloppait comme un être vivant. Les phrases dans ma tête se sont raccourcies. De pensée complète à fragments, de fragments à sensations, de sensations à un point de pression unique qui montait, jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir. Je me suis effondré de tout mon corps, agrippant ses épaules, et il a suivi d'une profonde poussée, un son contre ma bouche vibrant sur mes lèvres. Nous sommes restés là. Il ne s'est pas retiré. Il est resté lourd et près de moi, sa main sur mon dos. Un souffle chaud sur ma nuque. J'étais allongé, la tête posée sur sa poitrine,
à écouter ce cœur qui, je le croyais inexistant, battait trop vite sous ses côtes. Et je me disais que là, dans cette bibliothèque en désordre, sur le canapé jonché de livres, avec son odeur sur ma peau et sa chaleur autour de moi, c'était le premier endroit où je m'étais senti à ma place depuis Cleveland. Il passa ses doigts dans mes cheveux avec une lenteur qui contrastait avec tout ce qui venait de se passer, et murmura presque inaudiblement. Je t'ai vu rire et je me suis dit que si je pouvais avoir une seule chose dans la vie, ce serait ça. Je le regardais, ce visage ouvert et vulnérable qu'il ne dévoilait que lorsqu'il pensait être seul. Et puis, il me fit rire. Il faillite squissere un sourire. Le coin droit de sa bouche se souleva d'1 millimètre. Ses yeux sombres brillèrent d'une lueur que je ne leur avais jamais vue. Et je sus que ce demi-sourire était ce que Kerado, le plus caspien, savait faire de mieux, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Nous restâmes dans la bibliothèque jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. À un moment donné, il se leva, prit sa veste. Il avait jeté le fauteuil sur mes épaules, d'un geste automatique et bienveillant que je connaissais déjà. Un geste qu'il faisait sans réfléchir, sans demander, sans rien attendre en retour, comme si la protection était le langage de son corps quand sa bouche ne pouvait plus parler. J'ai enfilé la veste et je suis monté avec lui, non pas dans ma chambre de l'aile, mais dans la sienne, dans l'aile ouest où je n'avais jamais mis les pieds. Le garde s'est écarté sans un mot et je suis entré dans un espace qui lui appartenait en tout point. Sombre, ordonné, embaumant le bois, les rideaux ouverts sur le ciel de Chicago. Il m'a attiré dans le lit avec l'aisance de quelqu'un qui le faisait depuis des années. Et je me suis endormi, la tête sur son épaule et la main sur sa poitrine, sentant son cœur ralentir jusqu'à un rythme calme et régulier qui m'a bercé. Le lendemain matin, je me suis réveillé vêtu d'une de ses chemises en guise de pyjama, le côté du lit encore chaud de l'endroit où il s'était levé. Sur la table de chevet, un verre d'eau et un mot. L'écriture ferme, musique, penchée vers la droite, que je connaissais déjà par cœur. Petit déjeuner à 8 heures. La table est mise pour 14 heures. Je, musique, souris. J'enfilai sa chemise, trop grande et imprégnée d'odeur de bois et de whisky, et je descendis. Il était à table, un café dans une main, son téléphone dans l'autre. Et lorsqu'il me vit sur le seuil, les cheveux défaits, pieds nus, vêtus de sa chemise, son regard s'assombrit d'une manière qui me fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Je m'assis en face de lui. La table était mise pour deux, rien que pour deux, et pour la première fois depuis mon arrivée dans ce manoir. Elle s'éclaircit la gorge. 28 autres couverts n'étaient pas encore dressés. Je bus mon café en le regardant et pensai que choisir de rester avait été la décision la plus terrifiante de ma vie. Non pas parce qu'il était dangereux. Il l'était, je le savais. Et une partie de moi soupçonnait qu'il le serait toujours. Mais parce que rester signifiait accepter que cet homme, réservé, brisé, féroce d'une manière qui me ressemblait encore. Apprendre à cartographier, c'était mon affaire, et j'étais la sienne. Et ce choix avait un poids que je ne pouvais toujours pas mesurer. Son monde était sombre. Les gens qui l'entouraient portaient des armes et des secrets. Son nom de famille ouvrait des portes dont la plupart des gens ignoraient même l'existence, et enfermait d'autres dont j'aurais pu avoir besoin. J'avais choisi de rester. Et rester signifiait entrer dans ce monde les yeux ouverts, sans le mensonge de mon père comme excuse, sans la fausse dette comme chaîne. J'étais là parce que je le voulais, et savoir cela était la chose la plus libératrice et la plus terrifiante que j'ai jamais ressentie. Caspian leva les yeux de son téléphone et me regarda par-dessus sa tasse. Il ne dit rien. Il me regarda simplement. Avec une telle intensité, je ne cherchais plus à m'échapper. Et je vis au fond de ses yeux sombres la même question qui me taraudait. L'attente en vaut-elle la peine? Je pris une autre gorgée de café et restai. Ici désir criminel. Ceci conclut le premier tome, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. Je pensais que le pire était déjà arrivé ce jour-là. Ils m'ont forcé à épouser Caspian Curido. Quelle naivete. Le véritable enfer a commencé le jour où j'aurais pu partir et choisir de rester. C'est à ce moment précis que le poids de ce nom s'est abattu sur moi comme une sentence. Les règles, les alliances, les secrets qui saignent, et la brutale prise de conscience qu'aimer un homme comme lui n'a pas un prix, mais un coût. D'otage, je suis devenu la femme du patron, et soudain, le monde entier semblait vouloir me rappeler que je n'aurais jamais dû être là. D'abord, les escaliers, puis les murmures, jusqu'à ce que quelqu'un ose le dire à voix haute, en me regardant droit dans les yeux. La seule question maintenant est, qui va appuyer sur la gâchette? Personne n'a ri. Et à cet instant, j'ai compris que je n'en sortirais pas vivante. Comme vous pouvez le constater, ce n'était qu'un petit aperçu du tome 2. Pour voir la version intégrale non censurée, cliquez simplement sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Pour rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires pour lire le tome 2 en entier.
Une expérience sans publicité et sans interruption vous attend. C'est aussi simple que ça. Je prends un immense plaisir à travailler sur le 2e tome. Et puisque vous l'appréciez aussi, je vous promets que la suite arrive bientôt. Vous y trouverez des histoires encore plus torrides. De la romance sombre authentique. Et comme cette version est beaucoup plus osée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé me permet de révéler toute ma personnalité et de donner le meilleur de moi-même pour vous. Sachez que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de préserver mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de grande qualité. Je vous donnerai bientôt d'autres nouvelles. Rendez-vous sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, beaucoup de personnes téléchargent notre audio, copiant ainsi l'histoire entière et la republiant simplement sur YouTube. Si vous souhaitez regarder l'histoire originale et être parmi les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Désir Criminel sur YouTube pour accéder au meilleur du contenu de romances sombres. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Désir Criminel sur YouTube. Je vous y attends. Music Heat. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez les notifications.